Je prends la voiture tout seul. D'un coup, je sens une odeur de marée. Mais quelque chose qui est écœurant. Et là, je vois effectivement cette femme avec ce regard vitreux, yeux révulsés, de noyer, quoi, hein. La peau très, très blanche, les lèvres très violettes. Et elle me dit: «Est-ce qu'on a retrouvé mon meurtrier?» À 6 ans, je suis allé voir ma première psychologue, très cartésienne. Et elle me dit: «Alors, comment ça se passe?» et cetera. Et je lui raconte ma vie, notamment cette vie parallèle. Elle fait venir ma mère dans le cabinet, moi elle me fait sortir. Et ça, j'ai su ça des années après, qu'en fait, elle a demandé à ma mère que j'arrête de regarder la télé parce que ça pouvait me désorienter. Ma mère lui a affirmé: «Mais il regarde pas la télé, mon fils, à 9 heures il est au lit». J'y vais directement avec cet a priori de Marseille, c'est la ville qui est catastrophique. Surtout que ma pote m'amène dans les quartiers nord. Quand je sors de la voiture, tout le monde me dévisage. Et là, je dis: j'ai deux aspects. Soit je les aime, soit je les rejette. Donc pour toi, tout est écrit dans la vie? Il y a un plan, il y a un chemin. Après, c'est nous qui choisissons quelles sont les roses et les fleurs qui nous accompagnent, les maisons et les personnes. Ça résulte de notre propre responsabilité. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mathias Barthès, l'un des médiums les plus célèbres de France, et ce, à seulement 23 ans. Doté d'un don exceptionnel, il s'est rapidement imposé comme référence dans le domaine de la médiumnité. Auteur du best-seller L'expérience de chez Fayard, il partage son savoir et son expérience à travers ses consultations, conférences et écrits, aidant de nombreuses personnes à trouver des réponses et de la guidance sur leur chemin de vie. Bonjour Mathias. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Peux-tu te présenter ? Oui, alors je suis Mathias. Alors tu m'as très bien expliqué et présenté. Merci en tout cas pour ces belles éloges. Je suis Mathias, j'ai des facultés psychiques extrasensorielles depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé la médiumnité assez jeune, effectivement à l'âge de mes 16 ans, très tôt. J'ai reçu et perçu l'invisible. Et aujourd'hui, je dédie ma vie à accompagner des personnes dans mon cabinet pour non seulement voir leur avenir, les guider spirituellement, les accompagner dans des chemins particuliers, le deuil ou des aspects compliqués de leur vie, séparation, enfin, n'importe quels échecs, mais aussi la reconstruction de leur vie, dans le sens où tout le monde a des rêves et tout le monde a des aspects et pareil, le médium aussi, enfin, en tout cas ma médiumnité, comment moi je la pratique, je perçois différentes lignes directrices et je guide la personne afin qu'elle puisse se réaliser pleinement. Voilà, tu es là pour guider les gens, les aider. Exactement. Et quel enfant étais-tu ? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ma mère disait, «C'est vrai que tu étais vraiment dans ton monde, dans ta lune». J'avais un regard très profond quand je regardais les adultes, c'est comme ça les adultes me décrivaient. Rapidement, à l'école primaire, je commençais à m'ennuyer en cours parce qu'en fait, ce qu'ils me racontaient, ça m'intéressait pas. On voulait rapidement nous formater, hein, c'est un peu le but de l'école. Et pour moi, je voulais surtout je savais que j'allais apporter quelque chose de spécial au monde, mais je ne savais pas quoi. Donc pour moi, la spécialité, c'était, le cinéma parce que je voyais que, bah, tout le monde allait se ruer au cinéma. Je me dis: «Bon, bah, OK, peut-être là, c'est ça que je vais faire, donc je veux être acteur». Après, je me suis dit aussi en même temps: «Bah, j'aimerais bien faire du cirque parce que, c'est spécial, on est avec des animaux, tout le monde nous acclame». Il y a une euphorie, dans les cirques et dans les villages parce que moi je vivais dans un petit village et au final, non, c'était médium, mais le mot, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que dans ma famille, on ne parlait pas de médiumnité. Je suis issu d'une famille très catholique, donc bah, le mot médium, on n'en parle pas. On parle de charlatan, on parle de gourou, mais on parle pas de médium. Ah, Donc pas du tout, ouais. Et comment tu as découvert ton don ? Comment t'es... j'ai découvert mon don, alors avec cette particularité, comme j'explique dans l'introduction de mon livre, où j'avais cette sensation d'avoir déjà vécu une vie avant celle-ci. Donc certains appellent ça, cette vie, la réincarnation. Moi, je ne savais pas comment ça s'appelait, mais je savais que j'étais un vieux monsieur. Je me rappelle très bien de ma maison, qu'il y avait une rue qui faisait énormément de bruit, où il y avait des gens en charrette, et j'attendais, auprès d'un feu que ma fille vienne me chercher et vienne me récupérer
elle vient de me nourrir et cetera. Je savais que j'étais veuve, je savais qu'il me restait pas très longtemps à vivre et puis je me rappelle vraiment ces derniers moments de vie, je meurs. Je passe de l'autre côté, je sors de mon corps, très simplement, hein, il y a pas de Ah, tu te souffrance, on souviens sort même, je me rappelle, je suis sorti de mon corps, ma fille est venue, elle s'est mise à pleurer. Tout est très et allé très rapidement, hein, je Ah, c'est il fou. y a eu un enterrement, on m'a mis mon corps sur une charrette carrément. Quand je suis revenu sur terre, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas. Quel est ce vieux monsieur? Quel est ce vieux monsieur qui a ces dons?» Parce qu'il me semble que j'avais des dons, parce que des gens venaient me voir. Je crois que c'est surtout des dons de magnétisme que j'avais et quel est ce vieux monsieur? Qui il est? En fait, je comprenais pas parce que je voyais que j'étais un enfant, je voyais que j'avais des parents qui avaient une trentaine d'années, mais et de l'autre côté, comme cette vie parallèle où j'avais conscience que j'étais, ben, un autre homme, en fait. Donc je me suis posé plein de questions, j'en ai parlé à ma mère et une fois que ma mère m'avait grondé pour je ne sais plus quelle raison, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ton souci quel est le souci avec toi?» Ma mère, assez, et je lui ai dit: «Ben, écoute maman, j'en ai marre. Vous me parlez comme si vous êtes mes parents, mais en vérité, j'ai pas de parents, je lui raconte cette vie-là. Je suis un Elle a dû vieux prendre monsieur». peur. Bah, elle comprend pas en fait, elle me dit: «Mais» et je le raconte avec une telle véracité. Un enfant quand il croit en son sujet, il le dit avec une conviction ferme et j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de parents et je suis pas dans cette vie qui me plaît pas. Enfin, je supportais pas mon village, je supportais pas là où j'étais, je supportais pas mes parents, je supportais plus rien. À 6 ans, crise d'ado, Pré précoce. très précoce. Donc très tôt m'envahit une nostalgie, je disais à ma mère: «Je veux mourir, de toute façon, moi ce qui m'intéresse c'est de remonter là-haut». À J'ai cet déjà cette âge-là, conscience de ouais, retourner là-haut, c'était la maison, j'avais déjà cette conscience-là. Ma mère, elle comprenait pas. ouais. Donc je suis rentré voir des psychologues. À 6 ans, je suis allé voir ma première psychologue, très cartésienne, qui avait, je me souviens, des ongles ultra longs, un maquillage, hyper touchy et elle me regarde avec un regard et elle me dit: «Alors, comment ça se passe?» et cetera et je lui raconte ma vie, notamment cette vie parallèle, hein. Et elle fait venir ma mère dans le cabinet, moi elle me fait sortir et ça j'ai su ça des années après qu'en fait elle a demandé à ma mère que j'arrête de regarder la télé parce que ça pouvait Oui, penser me que désorienter. Ma mère lui affirmait: j'imagine, «Mais il regarde pas la télé mon fils, à 9 heures il est au lit, enfin il regarde pas la télé». Encore moins une histoire comme celle-ci, vous pouvez pas l'inventer. je pouvais pas l'inventer, c'est toujours la même histoire avec je pouvais décrire ma fille physiquement. Elle était bridée, c'est ça qui était original, c'est qu'elle était bridée, elle était brune, des cheveux très longs, Ah, c'est grande, fou, hein. fine. Je décrivais ma maison, je savais personnellement là où je prenais un bain, c'était un grand truc en bois. Mais je décrivais certaines choses qui étaient pas vérifiables d'un enfant de 6 ans, en fait et je Mmh. ne regardais pas des films du Moyen Âge, 6 Et ans. tu sais pas où c'était? Ça m'a Donc été confirmé après par d'autres médiums, que c'était en Chine. d'accord. Ouais, c'était en Chine, je sais pas exactement quand. Donc je suis resté comme ça dans le silence et à 15 ans, je regarde la télé et il me semble que j'étais sur C8, je suis pas sûr mais il me semble et là, je tombe sur un documentaire américain d'enfants qui racontent leur vie avant celle-ci Oui, tout à fait, ouais. et là, pour le coup, avec vraiment des chercheurs qui sont allés chercher la véracité, qui sont allés enquêter et tout coller. Ouais, il y en a qui ont retrouvé leur vie, Leur vie antérieure avec avec les l'adresse et faits. ah ouais. Bon les aux Éta dans les États-Unis, ils acceptent ce genre de choses et ils aiment tout ça. Nous, en France, il y a pas eu ça, j'ai beau dire à tout le Non. monde que j'avais vécu une vie, jusqu'au jour où je rencontre le professeur Christophe Forêt, que je suis allé voir, en conférence. J'avais 20 ans, c'était pas très, très loin et enfin, je vois un monsieur qui parle de ce genre de sujet en France. Bon, maintenant, c'est devenu un ami, effectivement et lui, il adore ce genre de sujet, la médiumnité, mais la France, on est encore en retard, hein, par rapport aux Donc ça États-Unis. s'ouvre de plus en plus, mais Ça c'est s'ouvre. vrai qu'encore un peu en retard, ouais. Bon, déjà, on n'a pas les mêmes croyances que partout non plus, hein, c'est vrai que Mais je sais qu'aussi en Inde, les enfants qui ont conscience de leur vie antérieure, il y en a énormément et on les écoute oui, bien sûr. énormément. Mmh. Pareil, les chamans font vivre des expériences pour aller voir nos vies passées. Enfin, énormément de culture. La religion catholique, pas vraiment. Nous, en Oui. Europe, elle est quand même très ancrée. Donc et puis c'est un sujet un peu tabou qui dérange. Donc c'est sûr que moi, mon enfance, c'était comme ça. Un enfant qui disait autant de choses, avec un aplomb et un tempérament, parce que j'ai mon tempérament, et qui affirmait avoir vu, entendu, perçu et vécu certaines choses, ben, c'était dérangeant. C'était rare. Ouais. C'était rare. Et quel événement t'a décidé à en faire ton métier? Ça a été à mes 16 ans, quand je sortais du lycée et quand je sortais du lycée, directement,
j'allais dans un salon de thé et dans ce salon de thé, c'était une ambiance, zen, spirituelle où Julie, celle qui tenait ce salon de thé, avait des tarots, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer, mes capacités psychiques en utilisant ses propres jeux à elle, et puis rapidement, je percevais, je voyais, et je me suis amusé et ça devenait comme une drogue. Une C'est passion. une passion. À 16 ans, la plupart, ils adoraient aller, allumer leur télé et jouer à leurs jeux vidéo, à leur PlayStation. Ben moi, c'était mon kiff, c'était d'aller dans le salon de thé et de tirer des qu'on me pose des questions et tirer les cartes et savoir qu'est-ce que l'avenir préservait. Et donc c'est là où j'ai commencé à vivre l'expérience de mes propres facultés, à les affiner, et ensuite j'ai rencontré une boutique ésotérique qui était pas très loin, où j'y suis allé régulièrement, et en fait, le matin, j'allais en cours et l'après-midi, je faisais sauter les cours et j'allais m'instruire sur ce genre de sujet-là, Tiens. et j'avais tellement de demandes qu'à force, je me suis dit: «Bon, bah, là, Et je dois en faire un métier». et comment ta famille a accepté ton don et que tu en fasses ton métier? Bah, alors au début, alors j'ai tout entendu, hein, dans ma famille, hein. Au début, c'est: «Mais tu pas médium, ça se saurait». Voilà. Tu peux pas faire ce genre de métier, c'est un métier de charlatan. Qu'est-ce que moi, mon père avait une peur dingue, c'était: «Qu'est-ce qu'on va dire de nous?» parce que, Dans un petit village. petit village, petite ville, nous on est une famille quand même, on a eu des maires, des notaires, des avocats, Oui, donc on a fait du rien à droit, on a voir. fait de la médecine. Pour eux, Des c'était moutons noirs. voilà, ceux qui font ce genre de pratique, bah, soit ce sont les guérisseurs dans l'arrière-pays qui savent pas aligner 3 mots, qui posent les mains avec et qui toussent, soit c'est des charlatans effectivement. Mon Oui. père n'y croyait absolument pas. Ma mère, elle y croyait quand même, hein, et j'ai dit: «Mais c'est pas grave, moi c'est fait pour moi». Alors c'est marrant parce que j'ai 2 familles, j'ai du côté de mon père très, cartésien, et du côté de ma mère, qui sont mes origines espagnoles, très spirituel. Très spirituel, avec ma grand-mère qui priait la Vierge, le Christ, nuit et jour, où j'ai baigné dans la foi, dans des ressentis aussi spirituels, et là, j'ai monté mon enquête et je voulais surtout, à un moment donné, comprendre d'où venaient mes dons et mes Mmh. ressentis psychiques, et c'est ce que j'explique dans mon bouquin. J'ai monté, monté, monté et je suis tombé sur plusieurs générations dans ma famille, andalouse, où et puis je suis rentré en contact carrément avec mes aïeux, et où ils m'ont expliqué: «Bah, moi j'ai ce don-là, moi j'ai ce don-là, moi j'ai ce don-là». J'ai tout Comme récupéré. ça, voilà, c'est ton J'ai dit: cadeau, «OK, transmettez-moi». ton cadeau. Donc tu as écrit un livre, L'expérience, qui comprend 24 exercices pratiques pour aider chacun à développer ses capacités extrasensorielles. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Ce qui m'a inspiré à écrire ce livre, alors, ça a commencé ce bouquin avec une idée que j'ai eue un soir chez moi, une voix que j'ai entendue: «Il faut que tu écrives un livre». Alors là, j'avais 19 ans, hein, je me suis dit: «Bon, je veux bien, j'ai fait un bac L, mais quand même là, écrire un livre, c'est assez téméraire». C'est très téméraire, mais je prends quand même mon ordinateur et j'écris. J'écris différentes choses, ça a commencé sur l'info que j'avais, c'est les humains de demain. J'avais vraiment ce message à transmettre à l'humanité. Bon, je pars avec cette envie, mais ça m'a pris une semaine. Après, j'ai abandonné l'idée parce que ça partait dans tous les sens. Je suis remonté jusqu'aux Égyptiens et puis après, j'avais pas la connaissance nécessaire. Donc, c'était trop loin, quoi. Je suis parti dans un travail d'historien et scientifique aussi, parce que ce sont des dons quand même et que ça appartient à l'homme. Mais j'avais pas la connaissance nécessaire. Donc je mets de côté et ensuite directement, j'ai rencontré mon attaché de presse aujourd'hui, et quand je l'ai rencontré, il m'a dit: «Bah, il faudrait écrire un livre». Et là, d'un coup, ça s'est mis en action, et la seule chose que je voulais, c'était que l'extérieur me voie enfin normal. Donc pour l'extérieur, Désacraliser les choses, quoi. désacraliser la médiumnité, pour que l'extérieur me voie et me considère comme étant normal, il fallait que je leur explique comment je vis. Ma médiumnité, comment elle est rentrée en moi, comment je l'ai reconnue, comment je la pratique, et à mon tour leur transmettre des outils pour leur montrer que eux l'ont aussi. On a tous des dons. On a tous des dons, tout Mmh. à fait, et je pense que c'est la meilleure façon, parce qu'on a tous eu, et connu, hein, des médiums, qui: «J'ai des dons, je suis comme ça», ils sont jugés, critiqués, ils en souffrent. Bah, moi en fait j'ai dit: «Mais j'ai pas décidé d'en souffrir, au contraire je vais le transmettre un maximum pour que chacun se dise: "Ah mais en fait c'est possible. Il est pas si chelou que ça, Non, non, mais c'est vrai, on a tous des dons, on a tous fait des rêves prémonitoires, on a tous,
tout à fait. Et c'est vrai que ton livre, il est incroyable parce que tu nous permets vraiment de développer, le magnétisme, de communiquer avec les défunts, de couper le feu et vraiment, pareil de nettoyer les lieux. Tu dis que les lieux sont vivants d'ailleurs? Exactement. Les lieux sont vivants, ça je l'ai de suite perçu parce qu'en fait, mes arrière-grands-parents vivaient dans une vieille maison où ça faisait des générations que cette maison appartenait à la famille. Donc elle a 200 ans la maison et à chaque fois qu'on rentrait, ben, on ressentait quand même du vécu, du passage, l'armoire qui appartenait à l'arrière-arrière-arrière-grand-père, l'escalier, tous les portraits de la famille et je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose dans cette maison, impossible pour moi de monter au premier étage tout seul». Et maintenant quand je connais mon domaine de la médiumnité et quand je vois qu'en fait tous les enfants agissent de la même manière. Cette maison me fait peur, je veux pas aller aux toilettes tout seul, j'ai pas envie d'aller me coucher tout seul, j'ai peur du noir, mais tous les enfants ont ça. Donc ça veut dire que moi, en comprenant la médiumnité, j'ai compris que cette peur réside en un ressenti de l'invisible qui n'est pas perceptible par nos yeux physiques, ni compréhensible par notre conscience normale parce que personne ne nous l'a expliqué. Donc première réaction du cerveau: «C'est anormal, j'ai peur». Mais il faudrait peut-être comprendre le anormal. C'est ce que j'explique dans le bouquin et c'est pour ça que je décortique et j'explique un maximum pour qu'en fait, tout a une explication. C'est pas uniquement: «J'ai peur du noir». Mmh. Bah, il y a quelque chose derrière. C'est pousser la réflexion de derrière la peur, qu'est-ce qu'il y a? Derrière ce ressenti, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Et cetera, et cetera, et cetera et quand on l'affine, on le comprend par une curiosité, ça ouvre, directement, les perceptions, médiumniques. Et pendant une consultation, comment tu captes les informations? Alors, tout dépend du contexte, du lieu, de la personne. Mmh. Durant les consultations, les premières choses que je ressens déjà, c'est la personne, si elle est heureuse, pas heureuse. Je balance. Souvent, c'est au milieu, souvent c'est plus proche du heureux, souvent c'est plus proche du pas heureux et après, je d'abord, je vais capter par claire empathie, ce que j'explique dans le chapitre 2. Je vais aller ressentir, sachant que c'est pas moi, Mmh. ressentir qu'est-ce que la personne vit. Et je vais de suite savoir si c'est lié à un deuil, si c'est amoureux, si c'est physique, si c'est une peine générale depuis longtemps. Si c'est la peine générale depuis longtemps, je vais aller basculer. Boum, d'où elle provient cette peine? Est-ce que Mmh. c'est dans l'enfance? Oui, pourquoi? Et là après je vais avoir, des scènes médiumniques qui vont se présenter à moi. Ça peut être un papa qui est violent, il y a plein de sujets. Donc d'abord, c'est la claire empathie et aussi tu utilises la clairvoyance et Clairvoyance, clairaudience, toutes les facultés en fait que je raconte dans mon livre, dans les 10 chapitres, je les utilise tous. oui, il y a la clairolfaction aussi. Et d'ailleurs, tu as une anecdote incroyable, dans ton livre où, tu prends l'apéro avec des amis à la plage et après tu reviens dans ta voiture et là En fait, j'arrive dans tout à fait, je prends l'apéro. Bon là, parce que effectivement, comme je suis souvent dans le sud, bah, on voit ce fameux sunset et cetera. Je rentre parce que le soir il fait froid, il fait vite froid, hein. Donc on prend la voiture, je prends la voiture tout seul et dans la voiture, d'un coup, je sens une odeur de marée. Mais quelque chose qui écœurant, mais d'un autre côté, c'est comme si je savais que c'était pas là et là. C'est clair-olfaction. mmh, C'est-à-dire que je sens, mais je sais que c'est comme c'était une odeur qui était un peu lointaine, présente. Je sais pas si tu vois? Ce genre de sensation. Bon, je sens qu'un truc ne va pas, je regarde dans le rétroviseur et là, je vois un défunt. Pourquoi un défunt? Parce que pareil, je sais qu'elle est pas là. C'est parce que c'était une femme. Je savais qu'elle était pas là parce qu'elle est quand même, comme un hologramme. Donc c'est pas physique. Je vois sa présence quoi, très rapide. Et là, je vois effectivement cette femme avec ce regard vitreux, yeux révulsés, de noyer quoi, hein. La peau très, très blanche, les lèvres très violettes, les cheveux noirs comme ça. Vraiment, je me suis cru, je me suis dit: «C'est la dame blanche, c'est pas possible» ouais, ouais, et elle me regarde comme ça et elle me dit: «Est-ce qu'on a retrouvé mon meurtrier?» et je dis: c'est fou. Non, tu es qui?» Elle répond pas, mais je sens qu'il y a vraiment un décalage générationnel. Je ressens par claire empathie que ce qu'elle vit, c'était il y a très longtemps. Donc je sens que c'est pas OK. Je lui dis: «Mais tu sais en quelle année on est?» et là, elle me dit: «Dans les années 1980». Je dis: «Non, on est en 2020». Boum, elle a disparu. Ouais. Elle a disparu direct, changé de dimension, de fréquence. Mais c'est vrai que ça m'a perturbé. J'étais sur la route, hein, Ouais, ouais, j'ai pas eu pas prendre d'accident, pas prendre peur. mais j'ai vraiment ressenti cette présence derrière et quelques jours plus tard, je raconte à une copine,
qui a une cinquantaine d'années, qui est autour des halles de Béziers, dans la commerçante depuis un moment, qui a toujours été commerçante ici. Et je lui dis: «Ça te parle pas, une histoire d'une noyée ou d'un meurtre dans la commune de Sérignan et cetera?» Elle me regarde, elle me dit: «Bah si, il y a eu si, il y a eu une fille effectivement qui s'est fait violer, kidnappée, on n'a jamais retrouvé le corps». Ouais, pas de hasard. Pas de hasard. Ouais. Donc on a essayé de retrouver l'article, on n'est jamais tombé sur l'article. Donc si les Là, parents entendent cette interview, ils peuvent venir. Mais c'était effectivement quelque chose d'assez, marquant, ouais. donc là, son âme errait finalement dans Son âme ça. cher ouais, son C'est âme ça. cherchait des réponses. Alors après, pour avoir communiqué avec nombreux de défunts, en fait, la notion du temps n'existe vraiment pas pour eux. C'est-à-dire que pour elles, c'est comme si là, toi, demain, tu meurs, là, d'un coup, Non. tu tu ça se trouve, tu peux aller capter un médium, en 2400. Ouais. Il va dire: «Non, non, tu étais en 2000, tu étais en début du 21e, Ouais. boum, tu reviens». Tu vois? Ouais, il y En a pas fait, il y a pas la de notion du pas de temps, temps. passé comme futur. Ouais. Tu parles aussi dans ton livre que tu communiques avec, des êtres de lumière, équipes invisibles. Qui sont-ils? Alors ces êtres j'appelle ça des êtres multidimensionnels parce qu'en fait, les nommer et les décrire, c'est les restreindre et je me suis à force de communiquer avec eux et dans le livre, hein, j'ai vraiment voulu à chercher à comprendre le, l'exactitude de comment les décrire, c'est impossible. Donc on les nomme anges gardiens, guides de lumière, guides spirituels, les êtres invisibles. En fait, ils ont plein de noms. Ils aiment pas être nommés parce que nous, on nomme tout avec notre mental. Mmh. Parce que notre inspirationnel a besoin de tout nommer pour nous rassurer. Eux, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ils sont là pour nous guider, nous aligner et faire en sorte que notre vie soit un objectif et un but d'apprentissage. L'école, c'est la terre. La maison, c'est le ciel. C'est avec eux, c'est dans l'invisible. Moi, depuis longtemps que je me souvienne, avant cette vie-là, je me souviens d'une espèce de réunion où on m'a dit: «Tu dois venir sur terre et tu apporteras ça, 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 ça». Donc ça, c'était: «Tu dois éveiller les gens, tu vas écrire des bouquins». J'ai toujours su, depuis tout mon plus jeune âge, je dis à ma mère: «Je vais être écrivain, je vais écrire». J'avais déjà la vision de moi vieux. Je suis un vieux monsieur avec une barbe blanche Mmh. et qui élève les gens à la spiritualité, à l'éveil spirituel et aux dons médiumniques. J'ai toujours su depuis tout petit, c'est juste que je savais pas vraiment d'où et ces personnes-là, ces anges, ces guides, nous permettent d'atteindre cet objectif. Donc ils nous permettent les opportunités, les signes, les synchronicités et faire en sorte que notre vie soit le mieux possible. Sauf que quand on perd foi en eux, bah, on se retrouve en prison quoi, dans le sens où en fait, il y a Ils un écart. ils interviennent pas. Si, ils interviennent, mais si on n'a pas conscience qu'ils sont là, Mmh. bah, en fait, du coup, il y a plus de foi, on reste victime de nos problèmes, de nos soucis et plus rien derrière. Le nombre de personnes victimes: «Oui, mais je comprends pas, je veux gagner au loto, je gagne jamais au loto». Bah, en fait, c'est pas votre mission de vie de gagner au loto. Il y en a, ils comprennent pas. «Je veux rencontrer l'homme parfait dans ma vie, je le rencontre pas». Bah, peut-être que parce que l'homme parfait, il se trouve dans différents critères de votre vie et vous autorisez pas à le rencontrer. Mmh. Il y a un travail. On apprend l'apprentissage, c'est ici. Mais ceux qui veulent tout maintenant de suite, par rêve et par illusion, ils mettent leur désir de vie dans une bulle, dans une biosphère, j'appelle ça, Mmh. irréelle et en fait, ils deviennent pas, créateurs de leur propre vie malheureusement, mais ils deviennent plutôt admirateurs de leur vie idéale, rêvée et future et ça là-haut, ben, ça les saoule, quoi. Donc du coup, généralement, bah, il y a quelques maladies qui arrivent, on disparaît, on rentre à la maison et puis après on revient. Et on peut tous les appeler alors? Nous On en peut dire tous les rien, appeler. ouais. Après, quand on les appelle, c'est, toujours pareil, il faut vraiment mettre son esprit rationnel de côté. On reçoit pas, un coup de téléphone: «Coucou, je suis là». Ni on ressent pas forcément une main derrière nous. Chaque ressenti est différent. Rien que le fait de dire: «J'ai foi en eux, ils sont là, j'ai des anges gardiens, ils veillent sur moi. Tout ce que je vis, positif ou négatif, provient d'eux, donc je lâche et je suis en confiance». Eux, ils adorent, hein. Mais ils adorent vraiment. Vous pouvez tomber en panne sur la route. Mmh. Bon, bah, c'est la volonté des anges. Boum, ça change, on se met au service, on sort de la voiture, on va rencontrer un bar. Dans le bar, on rencontre une personne de dingue qu'il fallait rencontrer, qui va nous donner l'opportunité de Donc faut être dans la gratitude pour tout, pour tout. tout le temps. Si on commence à râler, on devient victime et eux, bah et en fait, quand on a commencé c'est un travail spirituel, hein, et quand Mmh. on commence à atteindre ce niveau-là de, de gratitude permanente, on a tout gagné. Et là, la vie devient enfin un jeu et une expérience belle.
Oui, c'est vrai que tu te souvenais aussi, de ta vie avant ton incarnation, où tu étais être de lumière, en fait. Bah, je me souviens du passage entre les 2 mondes. Ça, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Ouais. Alors je peux pas le décrire physiquement parce qu'il y a pas de matière. Mais je peux ressentir en revanche, comme certaines personnes qui vivent des EMI, des expériences de mort imminente, et qu'elles disent: «Je suis monté dans les plans subtils, j'avais une lumière blanche, j'y baignais». C'est exactement ça. Cette lumière blanche, où une pensée est créatrice, où on peut faire ce qu'on veut, on ressent tout. On est dans un multivers, on ressent tout. Ils C'est font très particulier. l'amour. L'amour, la paix, c'est une dimension qui c'est en fait, c'est compliqué de l'expliquer avec des mots. Déjà, le langage, français est très restreint. Le langage latin était un peu plus haut spirituellement, mais il n'existe plus. Donc c'est compliqué de le mis à part dire l'amour, le bonheur, la joie, la lumière, mais c'est encore au-dessus de ces mots-là. Ouais. Puissance Puissance infinie. divine sacrée, Mmh. ouais. Et quelles sont les consultations qui t'ont le plus marqué? J'en ai eu plein, j'en ai eu plein. Plein, plein, plein. Je pense que les premières consultations qui m'ont le plus marqué, c'est quand j'ai ouvert mon cabinet à 17-18 ans et que j'étais confronté aux réalités de l'homme et de la femme, que ça soit dans leur vie aussi bien intime, professionnelle, enfin de tout, parce que quand on va voir un médium, on cherche des questions de partout et qu'en fait, moi-même, j'étais pas construit à 100%, 17 ans, et je devais apporter des expériences et des connaissances et ce que je voyais. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Je dis: «Mais en fait, je beaucoup de personnes ont remis en question ma légitimité à être médium aussi jeune, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça passait au-delà d'une connaissance de vie personnelle. On n'est pas un psy. Le Oui. psy peut orienter en fonction de ses expériences personnelles. Nous, médiums, on fait en fonction de ce qu'on ressent. Un oui peut soulager une personne. Est-ce que c'est le bon? Oui. Oui, Ça puis rassure. Nous, on répète juste, hein, même si on comprend pas la on relation. te donne les messages aussi, hein, tu transmets Exactement. donc même Donc les expériences les plus folles, ça a été, surtout je pense ce monsieur qui était venu me voir une fois, avec sa banane et ses billets, et j'explique dans mon livre d'ailleurs, et qui me dit: «Voilà, j'ai un projet qui sortira pas d'ici», donc quelqu'un de très strict, très ferme. «J'ai prévu d'éliminer le compagnon de ma femme». ah oui. Alors je le regarde, je lui dis: «Ah bon, c'est-à-dire?» «Voilà, mais avant, j'ai besoin de savoir qui il est». Je lui dis: «Oui, vous faites bien». Mais c'est mafieux, mafieux, hein, au sud de la France, Ah là, oui, hein. non, Donc je dis: «Bon, très bien». Mafieux à tel point qu'il y avait même le garde du corps derrière la porte. Donc moi, j'étais tout jeune, je dis: «Mais qu'est-ce que je réponds?» Et là, il me dit: «J'ai juste besoin de qui il est, savoir qui il est». Et là, quand je canalise cet homme, je vois un homme grand, chauve, je vois Vladimir Poutine derrière, en flash, et je vois de la drogue, du sang et des armes. Je dis: «Bah, je pense que vous tombez sur quelqu'un d'assez dur». Alors je sais pas si ça concernait mon client ou si ça concernait cet amant, et je lui dis: «Voilà, je vois un homme grand, chauve et je vois Vladimir Poutine derrière». Et il me dit: «Oui, oui, il est russe». ah oui. Et je dis: «Bon, voilà, je vous dis ce que je vois». J'explique ce que je vois. Il me dit: «Bon, OK, ça sera pas simple tâche, il a des gens derrière». Enfin ça non, on était vraiment dans un délire de gang, hein. Ah, l'histoire de C'était un dingue. truc, c'était du gang, en fait. C'était pas uniquement, un homicide passionnel, non, c'était une histoire de gang derrière. Et j'étais confronté à ça, aussi jeune, et là, mon rôle, c'est de l'amener à l'amour. Ouais, bah, il y a du boulot là. Et j'ai eu 1 heure et demie. Et je lui ai dit: «Vous savez monsieur, vous avez une fille et votre fille, elle vous aime énormément, elle a 13 ans. Ce que vous devez faire, c'est surtout rester le plus clean possible pour elle. Parce que sa maman est en train de se perdre avec cet homme, elle est partie en cavale, hein, parce que lui était en cavale. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est rester digne et droit, au moins pour votre fille, parce que si vous commettez ce que vous souhaitez faire, il va mourir, elle va partir aussi en prison dans des histoires, et vous derrière, vous allez tomber, c'est évident. Bien. Donc votre fille, vous voulez est-ce que c'est la vie que vous souhaitez pour votre fille? Une enfant qui a plus de parents?» Et en fait, il s'est mis à pleurer. J'étais surpris. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit: «Non, non, non», je sais pas: «Restez comme ça, ne faites rien. Votre femme, vous l'avez perdue, vous la récupérerez jamais. En revanche, votre fille, vous l'avez». La fille était sous la responsabilité de sa mère, donc il la voyait pas trop. Et je lui ai dit: «Vous» et là, j'ai eu une vision, votre fille va revenir à la maison, elle va toquer à la porte, et elle sera en pleurs, vous disant: «Papa, récupère-moi, cet homme est fou». J'ai plus de nouvelles. 6 mois après, il revient, il reprend rendez-vous.
J'aurais dû enregistrer le numéro, mais j'ai pas enregistré le numéro, il prend rendez-vous, par texto, je redonne rendez-vous, quand je le revois, je fais: «Ah merde, encore lui!» Genre là, si je me suis trompé, je suis mort. Et il vient me voir et il me remercie et il me dit, «Ma fille est venue à la maison en pleurs, me disant, me suppliant de la récupérer» parce qu'il voyait plus sa fille, en fait. Parce qu'en disant que cet homme est fou. Et là, Elle est venue vous remercier, il est venu me ouais. remercier et il m'a dit: «Effectivement, je me suis renseigné sur cet homme. C'est un fou, c'est un malade. La police est déjà dessus, donc je ne vais pas m'y mêler». J'ai dit: «Très bien, je laisse les choses se faire et moi, vous avez raison, je reste dans ce que je dois faire et je dois être présent pour ma fille». Voilà et c'était ça, en fait, la mission, De le remettre sur le bon chemin, de quoi. le remettre sur le bon chemin et transmettre les informations qui sont bonnes. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là et d'ailleurs ça m'a effrayé, je me suis dit: «Mais en fait, c'est dingue». Enfin, là, j'avais la responsabilité dans mes mains Ouais, du haut de mes le meurtre, 17-18 quoi, ans. hein, ouais. C'est dingue et j'allais voir mon professeur, il s'appelle Xavier, donc professeur Xavier, mon père l'appelle professeur Xavier comme dans X-Men, qui est décédé d'ailleurs. Il m'a formé à énormément de choses et il m'a dit: «Tu sais, dans les années 70, monsieur cherchait sa femme de partout, il allait voir toutes les voyantes, lui racontaient n'importe quoi et il allait voir la meilleure voyante de la région. Quand il a atterri dans son bureau, il lui a dit: «Dis-moi, où est ma femme?» Il se met à pleurer, à sortir toutes les photos et cetera. Elle rentre dans l'empathie du consultant. Elle prend une carte, un pendule, va au niveau de la région, elle cherche, elle fait elle est pas dans la région. Elle cherche une autre région, elle était dans le Gard et ensuite elle cherche, elle dit: «Je vois rien, j'ai pas d'informations, j'ai pas de flash. La seule info que j'ai, c'est une maison en pierre». Il lui dit: «Une maison en pierre, c'est tout?» Il essaie de chercher encore d'informations, il dit: «C'est la seule chose que j'ai». Bon et «Oui, vous êtes nuls», il claque la porte, il insulte et cetera. Bon. Il sort de là, il savait très bien où c'était cette maison en pierre. C'était la maison de cousins à elle éloignés. Il y va, il tue sa femme et sa fille. Ouais. Ouais, Donc dans ce métier-là, il faut prendre, ses il faut précautions. prendre ses précautions et on n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là pour satisfaire l'ego du consultant. On est là pour être au service des anges et des multidimensions. On a des vies, dans les mains, On quoi. a nos vies on a des vies dans nos mains, tout à fait et quand on a des informations qu'il faut pas transmettre, on ne les transmet pas. Moi, quand on pose des questions, j'ai rien, j'ai rien. Mmh. Même si la personne, elle hurle, elle claque la porte, elle veut partir, mais qu'elle parte. Je 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 suis pas là pour satisfaire l'ego de la personne. Parce Mmh. que derrière, il y a plein de choses, il y a plein de vices, qui sont pas OK, quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être médium au quotidien? Alors des avantages, il y en a plein. Des avantages, il y en a plein, dans le sens où alors plein, c'est pas du tout comme beaucoup pourraient le croire, on voit tout, on sait tout. C'est pas ça. Toujours pareil, on est récepteur d'informations. C'est pas on a ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Mmh. On est donc si là-haut, ils veulent nous aider, nous donner des informations sur notre vie ou sur l'extérieur, ils nous envoient les informations et tant mieux pour nous. Donc c'est ça ce côté béni, mais ces informations-là, ces récepteurs, on est humain, on peut tous être récepteurs. C'est juste que le médium, il a cette foi que tout peut s'arranger, tout peut se solutionner, tout peut être bien. Pas tous, hein, mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. Après les inconvénients, il y en a beaucoup, hein. Les inconvénients, c'est que, bah, tout le monde pense que, on voit tout, qu'on sait tout, qu'on a une vérité sur tout le monde, sur chacun. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de se tromper. Si on se trompe une seule fois, c'est que notre don est pourri. Il y a une pression derrière sur les épaules, Mmh. énorme. Il y a une pression qui d'ailleurs, auquel je ne voulais absolument plus avoir affaire. C'est pour ça qu'à mes 19 ans, j'ai dit: «J'arrête tout. Je veux arrêter, j'arrête mon cabinet, j'arrête tout». Ouais, Parce tant mieux. qu'effectivement, bah, il y a des prédictions où je me suis trompé, évidemment. Mais en fait, en comprenant aussi de comment est fait l'espace-temps, on peut prédire certaines choses si la personne change son souhait. Si moi je vous dis là, vous allez partir au Mexique, vous êtes à l'aéroport et vous déchirez vos billets, ben vous partez pas au Mexique. Oui, C'est puis la logique. notion du temps, des fois, elle La est notion du variable temps est aussi. variable et que chacun a son libre arbitre en fonction de ce qu'il Mmh. veut et heureusement d'ailleurs. Donc j'en avais eu marre, j'ai dit: «De toute façon j'ai pas envie, être, voir l'avenir et surtout le le transmettre aux gens et expliquer». En fait, on est considéré comme un pion, dis-moi ce que tu vois, quoi. Mmh. Donc on est utilisé, c'est exactement comme la chanteuse ou le chanteur qui, bah, c'est, fais ta performance sur scène et que si tu chantes pas bien, tu vaux plus rien, ciao. Mmh. Il y a des responsabilités derrière, Mmh. humaines qui sont lourdes et quand j'en ai eu marre, du coup, j'ai eu une vision d'un monsieur qui est venu me voir dans ma chambre. Un monsieur avec des mitaines et chauve et une barbe blanche, habillé en moine et qui m'a dit:
«Mathias, on a besoin de toi, remets-toi au travail de suite». Ça m'a fait bizarre. Je je me suis dit: «Mais c'est qui cet homme?» et à la fois, il avait un regard très puissant et très perçant et j'avais, bon, j'ai oublié et une fois, je suis dans la ville d'Agde et dans la ville d'Agde, je suis attiré par une chapelle qui est derrière une église. Je vais en direction de cette chapelle et là, je tombe sur cet homme qui était en statue et en fait, c'est le Padre Pio. Mmh. C'est un saint de la religion catholique, le dernier saint Tu de la religion catholique. le signe, pour continuer. Ouais et là et ça m'a rassuré et du coup, je me suis documenté énormément sur le Padre Pio que je ne connaissais pas et en fait, j'ai vu que c'était un voyant, un médium, un guérisseur aussi, qui était dans la religion catholique, lui en revanche, qui a été, rejeté, exclu de la religion catholique. Il a perdu son titre, de prêtre, puis après il est revenu. C'est un homme qui a soigné miraculeusement énormément de gens, qui a fait des miracles, qui a prédit le trône de pape à Jean-Paul II et c'est d'ailleurs Jean-Paul II qui l'a nommé saint de la religion saint Padre Pio et du coup, quand on l'a nommé saint, quand on l'a déterré, ce qui est incroyable, son corps était intact 40 ans après. C'est dingue, hein? Donc pour toi, la médiumnité, c'est lié à la spiritualité? Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, la question ce qu'on se pose, c'est pourquoi des hommes comme ce Padre Pio, pourquoi lui avait des dons, mais il y en avait d'autres, il y avait saint Charbel aussi. Pourquoi ces saints-là ont des dons de guérison de dingue, d'autres prêtres, non? Donc des gens qui ont des dons tout court et qui sont pas du tout prêtres, bah, parce qu'en fait, c'est inhérent à la religion. Mmh. C'est une foi, c'est une transcendance. Bon après moi, je suis très, très proche de la religion catholique, hein. J'ai plein de signes qui me rapprochent de D'ailleurs, la tu es religion né le catholique. jour de la Vierge Marie. Je suis né le Ouais, tout à fait, je suis né le ça je ne le savais pas, c'est un prêtre qui me l'a dit une fois à table, il était très sceptique de moi. Je suis médium, c'est normal, j'ai l'habitude de la religion catholique qui juge les médiums et il me dit: «Mais Mathias, tu es né quand?» Et pourquoi il me pose cette question? Je lui dis: «Je suis né le 11 février 2002». Il me dit: «Ah, tu es vrai». Je dis: «Comment ça vrai?» «Bah, tu es vrai parmi tous les charlatans». Je dis: «C'est-à-dire?» Et il me dit: «Bah, parce qu'en fait le 11 février 2002, c'est le 1er jour» parce que la Vierge est apparue plusieurs fois à Lourdes. Mmh. Le 11 février 1858, elle est apparue à Bernadette de Soubirous, une simple bergère, et c'est là où elle lui a transmis la clairvoyance. Et après, bon, elle a transmis l'avenir, enfin, vu l'avenir à tous les gens du village. Tout le monde d'ailleurs, c'était Bernadette de Soubirous, il faut savoir, c'est très compliqué pour elle de vivre sa médiumnité, hein, et À sa voyance. l'époque, oui, Il y a c'était autre chose, énormément de quoi. gens venaient et l'harcelaient pour qu'elle transmette des visions. Mmh. C'est très compliqué à l'époque. Pour toi, qu'est-ce qui se passe donc après la vie? Qu'est-ce qui se passe après la vie? On retourne à la maison qui nous correspond. Parce on a tous une âme qui est unique, on a une vibration d'âme qui nous appartient et pour moi, on retourne, dans la vibration qui est la nôtre. Beaucoup me disent: «Est-ce que mes parents», ceux qui ont perdu leurs parents, «est-ce que mes parents sont ensemble?» Certains, non. Ah oui. Ils sont pas ensemble parce que c'était pas du tout le même éveil spirituel. Madame est sur un plan autre et monsieur est sur un autre plan. C'est pas parce qu'ils étaient en couple et mariés que de l'autre côté, ils sont ensemble. Alors, ils peuvent revenir ensemble au moment du passage pour l'enfant, si l'enfant veut passer de l'autre côté, Mmh. mais pas forcément. Donc on rentre dans une dimension qui nous est propre, Mmh. qui nous appartient à nous. As-tu déjà été démarché par la police ou des enquêteurs privés pour des faits divers? Par certains policiers, mais ils viennent pas officiellement. Mmh. C'est pas officiel, «Bonjour, je suis la police». Non, c'est eux qui viennent pour une consultation normale et qui vont poser des questions. Voilà, je suis dans une enquête, qu'est-ce que vous pouvez voir? Voilà, on Mmh, rentre on pas. est c'est pas officiel. C'est pas officiel. Voilà, c'est Mmh. comme une personne pourrait me dire: «Est-ce que je vais, perdre mon poste?» quoi. Mmh. Voilà, c'est vraiment, «Est-ce que vous avez une information?» Si je vous dis ce prénom-là, je suis dans une enquête, c'est compliqué, mais j'ai juste eu ça. DGSI m'a pas encore appelé. Donc pour toi, tout est écrit dans la vie? Il y a un plan. On a une mission. Il y a un plan, il y a un chemin. Après, c'est nous qui choisissons quelles sont les roses et les fleurs, qui nous accompagnent, les maisons, et les personnes. Ça Mmh. ça 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 résulte de notre propre responsabilité parce que dans le plan, c'est nous qui pouvons agir dans la matière. Les anges, ils peuvent pas tout faire, hein. Mmh. Ils vont donner des énergies, des informations. C'est pour ça que quand on rencontre une personne: «Ah mon Dieu, c'est mon âme sœur, c'est la personne qu'il me faut». Oui, parce que cette personne a eu l'info à un moment donné qu'il fallait qu'elle fasse ça dans sa vie et là-haut savait que
dirigés comme ça, ils allaient se rencontrer, se retrouver. Mais en fait, après l'invisible, je veux une voiture, ils vont pas nous faire apparaître une voiture comme ça parce que leur interaction avec la matière, la 3D, c'est trop compliqué. Mmh. Ils donnent l'info, à nous de faire. Ils donnent l'info à nous de le faire. Ou ils donnent en tout cas le maximum de clés pour qu'on puisse l'avoir. Après, on est très exigeant avec notre mental, hein, on veut tout maintenant de suite, hein, même moi, hein. On est humain. Certaines personnes disent recevoir des signes de leurs défunts, de l'au-delà. Comment savoir si c'est réel ou si c'est notre esprit qui se projette? Alors les VSCD, les contacts subjectifs avec un défunt, en fait, la première chose à faire, c'est écouter son cœur. Mmh. Ce que j'explique dans le chapitre 5 sur les VSCD. On a tout et toutes, tous et toutes les informations à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, alors si on demande l'avis de l'extérieur, bah, arrête, tu te fais des films. Mais c'est pour ça qu'il faut pas expliquer à l'extérieur. Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit: «Tu sais, ton grand-père, il me parle». Ma grand-mère, elle a perdu énormément de gens autour d'elle et je parle jamais de mes signes parce qu'ils sont pour moi, ils sont pas pour eux. Donc, c'est-à-dire que la seule chose à faire, ça peut être uniquement un courant d'air. On peut sentir l'énergie dans le défunt et on dit: C'est une VSCD». Voilà, après, ou un papillon ou C'est un quelque rayon de soleil même. c'est quelque chose qui nous parle à nous, en fait. Ça nous parle Très à nous, ça vient personnel. toucher notre état Mmh. émotionnel parce que les défunts, depuis l'invisible, c'est très facile pour eux de toucher notre état émotionnel parce que l'état émotionnel il est dans le cœur et il est présent à nous. Bah, parfois, il y a certaines personnes, elles vont avoir une émotion, on sait pas pourquoi. Mmh. Parce qu'on est tous sensibles à l'extérieur, à l'invisible et à ce qui se passe. Donc les défunts, eux, envoient une énergie, un signe qui est dédié à la personne. Moi, j'ai vu des personnes se mettre à pleurer, parce qu'elles ont vu un papillon. Ouais, Je comprenais pas. Mais en fait, elles ont compris que c'était pour un défunt. c'est Mais ça. l'extérieur, jamais, c'est pour ça que s comment reconnaître un signe d'un défunt? Il faut juste écouter soi-même Quand ça et touche. surtout pas Mmh. attendre, la reconnaissance de l'extérieur qui dit: «Ah oui, effectivement, c'est bel et bien ton grand-père qui te parle». Et pareil, je sais qu'il y a certains journalistes qui aiment tester les défunts, mais on ne teste pas un défunt. Les tables de Ouija, ils les testent. On n'est pas ils ont pas besoin de bouger un verre pour montrer qu'ils sont là, pour montrer qu'ils sont bien de l'autre côté. Mmh. Ils sont heureux de l'autre côté, il suffit juste de s'y connecter à eux, c'est ce que j'explique dans le bouquin et on le ressent et c'est une expérience unique et propre qui n'est pas, même si toutes les personnes moi, c'est ce que je fais dans mon bouquin et toutes les personnes vont vivre des expériences que j'explique, elle va être unique en fonction du ressenti et des perceptions de chacun. Mmh. C'est pour ça qu'il y a pas un médium meilleur que d'autres. Dans tes expériences, tu utilises la visualisation, l'énergie de l'amour. Pourquoi le pouvoir de l'amour et de la pensée sont aussi puissants? Parce que c'est l'origine de notre venue sur terre. Quand on veut venir sur terre, notre âme évoque un désir, un souhait, un but, un objectif. L'origine du désir, c'est l'amour. Je veux, boum. Et qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? Après, c'est la pensée. La magie régit en 3 choses: le verbe, la gestuelle, la pensée et je rajoute, moi, une quatrième chose, c'est l'amour. Parce que si on utilise depuis l'énergie d'amour, c'est-à-dire de foi, Mmh. c'est encore plus puissant. Mais ça, y a pas tout le monde encore qui l'ont trouvé, mais c'est la foi et la foi, c'est l'amour. Oh, la foi dans sa pensée. Tu dis que les enfants t'impressionnent toujours et qu'en fait, il faut les écouter. C'est quoi ta vision du nouveau monde? Tu parles de ta vision du nouveau monde. Moi, ma vision du nouveau monde, c'est-à-dire dans 50 ans, j'aurai 70 ans à peine, hein. Quand je projette dans ces dimensions-là, les gens dans la rue, on a beau leur dire ce qu'on veut, ils ressentent, ils savent. C'est ce qui ferait la différence avec un robot. Mmh. Là où aujourd'hui le robot se développe énormément, le robot nous a battus au niveau du mental. Il calcule plus vite que nous, il sait tout mieux que nous, il réfléchit en permanence, c'est une machine. On ne pourra pas du tout l'égaler. En revanche, là où il va falloir qu'on se démarque, c'est notre empathie, notre sincérité, notre clairvoyance, nos ressentis spirituels, l'énergie qu'on va infuser. Parce que jusqu'à présent, le robot, il a pas d'énergie, Non. pour l'instant. Nous avons une énergie. Et on a des énergies de guérison, on a de l'empathie, on a une écoute. Donc, parce qu'on est humain, donc c'est notre émotionnel qui se démarque du robot. L'émotionnel, donc, quand on y pousse toutes les clés, on y découvre l'intuition. Dans l'intuition, bah, c'est toutes les facultés psychiques et extrasensorielles qui sont inhérentes à l'homme. Je le dis bien et je l'insiste parce que les gens qui disent: «Mais non, pas possible, on n'est pas tous médiums». Si, c'est comme on sait tous chanter.
Mais celle qui va prendre des cours de chant tous les jours et qui va s'imaginer être une diva de la chanson, elle va réussir parce qu'elle y croit. Mmh. Alors que celui ou celle qui dit: «Bah, moi, j'ai pas une belle voix» et qui veut pas pousser, qui développe pas, beh, il aura zéro résultat. Après, il y a des dons. Le fameux don, c'est-à-dire que, naturellement, on a de l'avance, mais tout le monde peut avoir, des résultats. Tu parles aussi de l'importance de nos énergies, de l'ancrage. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? L'ancrage, en fait, c'est rester dans l'instant présent parce qu'avec notre mental et notre émotionnel, on peut partir dans tous les sens. Mmh. Les personnes qui sont pas ancrées, on les connaît tous, on en voit tous, elles disent 1 milliard de choses à la fois, il y a jamais rien qui est fait. Ça va jamais de l'avant. Elles sont dans l'illusion, elles veulent tout maintenant de suite, elles se plaignent tout le temps parce qu'après elles tombent victimes en plus, parce qu'elles sont pas ancrées. Alors quand on est ancré, c'est pas à pas. Mmh. Ça peut commencer par: je commence le matin, je m'ancre à la terre, je suis ancré, très bien. Boum, je commence le ménage, la cuisine, mon repassage, mon travail, prendre ma voiture et on est ancré. Si, quand on est dans la voiture, on pense à autre chose, on n'est plus dans l'instant présent, on ne crée plus, on crée depuis l'instant présent. L'être humain est créateur et pour que l'humain puisse avancer, il faut qu'il soit ancré dans l'instant présent. Mmh. Et l'ancrage, ça passe par, je l'explique dans mon livre tout le temps et c'est la base, hein, Oui, là, avant chaque exercice, avant chaque ex ouais. tout à fait, avant chaque expérience, j'explique tout ça, c'est ses pieds à plat par terre, prendre conscience qu'on est sur terre, faire le vide dans notre cerveau et dans notre mental. Ouais. As-tu un ressenti, une vision pour 2025? Alors, il est un peu global, on le sent déjà, hein, l'énergie 2025. L'énergie 2025, c'est l'affirmation et c'est la décision. Mmh. C'est et ça concerne tout le monde, c'est en gros on se bouge. Mais on le voit bien aussi bien des politiques que dans notre propre vie personnelle. C'est on se bouge, on fait des choix. Et tout le monde va être amené à faire des choix. Ça peut être: je me mets en couple ou je me sépare, je vends ma boîte ou je la garde, je la développe ou pas, je veux un enfant ou j'en veux pas, on déménage ou on déménage pas. C'est vraiment ça pour tout le monde. Et en termes politiques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements majeurs. Alors je ne les connais pas encore, mais on les voit déjà. Bon, on voit là le président Macron pour la France, qui commence à se mettre à fond dans l'IA. Mais c'est on tourne et on part dans d'autres projets. 2025, c'est le changement. C'est le changement. On a tous dit, hein, ça fait j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on parle de changement, mais là, c'est vraiment. C'est-à-dire Le que changement, c'est maintenant, quoi. ouais, c'est le changement, c'est maintenant, c'est-à-dire que ça me parle au plus profond de moi-même. J'y vais, j'ai plus peur. Jusqu'à présent, si on avait envie de changement, ceux qui osaient, ils avaient de la chance, en tout cas, ils étaient Mmh. culottés pour le faire. Là, aujourd'hui, ça change. C'est-à-dire que le changement, on le veut, on le fait maintenant. Et donc et pour tout. Tout le monde change et tout le monde va changer de c'est un truc de dingue, hein, l'année 2025. C'est simple parce que quand on calcule 5 et 4, ça fait 9 et en numérologie, le chiffre 9, c'est la fin du cycle. Donc en fin du cycle, ben, on récolte. On récolte ce qu'on sème, en positif comme en négatif et on Mmh. fait, les changements en fonction. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder? Pas vraiment, le seul sujet que je le seul sujet que j'aime aborder, enfin, en tout cas, c'est mon livre et dans le sujet où le livre, c'est, tout ce que j'explique, tout ce que je transmets, je le mets vraiment dans l'amour et dans ce que j'ai vécu, moi. C'est-à-dire qu'il y a pas de pipeau. Mmh. J'ai rien inventé. Mais c'est fou tout ce savoir, cette maturité que tu as à ton âge. Comment tu as toutes ces infos? Bah, en fait, toutes ces infos, ça demande quand même pas mal de travail sur soi, hein. Moi, quand j'allais énormément dans une boutique ésotérique quand j'étais jeune. Dans les librairies ésotériques, il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas dans les librairies normales, sur la conscience humaine, sur des choses é ésotériques, c'est quoi? C'est occulte. Donc j'ai appris plein de choses énergétiques sur l'homme en général. Moi, je n'avais rien à faire qu'un homme il avait 2 bras, 2 jambes. Je voulais savoir pourquoi il avait 2 bras, 2 jambes. J'allais au-delà de pourquoi l'homme est fait comme ça. Donc je suis allé dans plein d'univers différents et après je me suis formé dans plein de techniques, transgénérationnelles, généalogie, Mmh. mémoire cellulaire, les karmas, enfin les croyances. J'ai fait énormément de formations de partout, en France, même en magnétisme. Même si j'ai toujours voulu m'améliorer, me perfectionner et apprendre davantage. Parce que si j'estime que je connais tout à 22 ans, ça sert à rien que Oui, après je m'ennuie, l'expérience, quoi. oui, Alors oui. certes, il faut transmettre. Je pense que quand on atteint un niveau de connaissance, il faut le transmettre à son tour, mais la connaissance, elle est perpétuelle. Et tu as déjà vécu des expériences effrayantes en tant que médium? Oui, oui.
Oui, alors oui, effrayante, oui. C'est surtout ça, je l'explique vraiment dans le chapitre 8 sur les énergies des lieux. Quand on rentre dans certains lieux et qu'on ressent certaines choses, parce que on est nourri et on grandit dans la dualité. Mmh. Bien, mal. Mmh. Mais tout ce qui est inconnu, on le juge de bien si c'est une énergie qu'on connaît Mmh. et on le juge de mal si c'est une énergie qu'on ne connaît pas. Mmh. On le voit tout simplement avec les enfants. Lorsqu'on les met dans les bras d'un inconnu, qui n'est pas son père ou sa mère et qu'ils ne connaissent pas, l'enfant pleure. Il le juge de mal, Mmh. parce que c'est extérieur. Si on le met dans une énergie d'une grand-mère ou d'une tante qu'il a déjà entendue même dans le ventre, il va pas pleurer l'enfant. C'est fou, hein, mais c'est vraiment prouvé. Dans l'invisible, c'est pareil. C'est-à-dire que tout le monde juge le mal de mal. Ça, j'explique vraiment dans le Mmh. chapitre 10 sur les forces du mal. Oui, je me suis senti traversé par des entités, j'ai eu, des frissons, des lieux où je me sentais vraiment pas bien, mais parce que je l'ai jugé comme mal, je m'y sentais mal. Et puis, comme beaucoup d'humains, Mmh. on a tous vu, dans le schéma de la médiumnité, des films Exorcist, Annabelle, Paranormal Activity, où ce sont des films où, ça fait peur et c'est catastrophique. Mmh. Et à la fin, les gens retiennent ça m'a fait grave flipper, mais ils retiennent jamais l'histoire. Parce que Conjuring, à la fin, il y a vraiment une histoire de médiumnité et le démon n'est pas méchant, en fait. C'est juste un démon qui cherche quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est vraiment à le comprendre et c'est pour ça que c'est que quand on pour moi et j'explique dans mon livre, aujourd'hui, effectivement, un démon, ça existe, hein, un démon, c'est comme un moustique, je l'écrase. Parce que je le considère pas plus fort qu'un moustique. À partir du moment où je ne le considère pas, ça nourrit pas. Ouais, il faut pas avoir peur, en Il faut fait. pas avoir peur. Mais Faut c'est pour pas ça que d'ailleurs nourrir, quoi. tout à fait et on le raconte d'ailleurs dans tous les films. Ils se sont bien faits les films, ils ont pas été faits au hasard. Un démon, qui a peur un démon? Les enfants, la femme. Souvent quand l'homme là, il rentre dans la maison, tout se calme, il y a plus rien. Et il croit pas à la femme jusqu'au jour où dans le lit, la femme a changé de chambre, on sait pas pourquoi, elle a été traînée par les pieds. C'est ça n'existe pas vraiment, hein. C'est toujours, exagéré. Mais oui, il y a des choses comme ça qui existent, mais q parce qu'en fait, c'est des entités. Faut savoir une chose, moi, les choses qui font peur dans ce domaine-là, c'est le bas astral, mais Mmh. c'est qu'est-ce qui fait peur? Ce sont des entités qui sont mortes de manière non voulue, non consentie, ou elles sont en souffrance. Donc effectivement, nous, en tant que médium, alors, il y a des médiums qui sont spécialisés dans ça, hein. Moi, c'est pas trop mon kiff, je préfère aider les vivants et les guider, mais j'ai eu fréquenté ce milieu-là à un moment donné. Il faut surtout les comprendre quel est le défunt, comme le défunt ou qu'on juge de mal, comme si on était un thérapeute ou un psychiatre, en fait, avec un vivant. Et que le Mmh. vivant dit, dans un hôpital psychiatrique: «Je vais tuer tout le monde». Mais c'est pareil, en fait, c'est juste qu'il est invisible et c'est le mettre à la raison et le raisonner. Et le plus souvent aussi, il y a plein de fantômes, hein, dans les maisons et dans des lieux. On sent qu'il y a une présence, les portes claquent et tout. Il y a des frissons, on se sent observé, mais le plus souvent, c'est des défunts qui savent même pas qu'ils sont morts. Oui, Et une d'accord. fois qu'on se met sur leur fréquence, on leur dit: «Tu es mort». «Ah bon?» «Bah oui». OK. Et après, il faut les faire passer de l'autre côté. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Il y a pas de choses qui font vraiment peur, mais en fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Donc oui, quand j'ai peur, c'est des choses inconnues que je Ouais, connaissais. et puis avec la puissance de l'amour, ça permet de d'écarter tout ça, justement. C'est ça, c'est la réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est tout à fait c'est l'amour et ça, je l'explique, hein, je me Par suis ret rapport à la magie noire et cetera par rapport à la aussi. magie noire aussi. Mais la magie noire, c'est une personne qui vous veut du mal parce qu'elle est victime de vous, c'est tout. Donc il y en a beaucoup chez les femmes, hein. Moi sur les hommes, il y en a beaucoup chez les femmes Mmh. parce qu'elle est plus jolie que moi, elle a le mec que je voulais et cetera et cetera. Donc du coup, ça crée de l'envie Mmh. et cette envie, par la vanité et par ce côté envieux, crée une énergie, une intention négative sur la personne. Donc oui, ça marche parce que c'est de la magie, c'est de la pensée, c'est du verbe et c'est une gestuelle. Il suffit que une personne dise verbalement à tout le monde en s'énervant, une personne qui est en colère, elle va avoir une gestuelle, elle va parler et elle va penser. Elle crée sa propre magie. Mmh. Une personne qui vous insulte face à vous et qui va avoir une gestuelle et qui vous crie dessus, bah, à la fin, vous vous sentez pas bien. Mmh. Parce qu'elle a utilisé ces 3 aspects. C'est la magie. Donc nous avons tous un pouvoir de création, un pouvoir de magie à l'intérieur de nous. Il suffit juste le plus en fait, quand on génère de l'amour à ce genre de choses, ça se calme. Moi, j'ai vu des gens, mal intentionnés. Dans la rue, on en voit tous. Quand je les regarde avec un regard d'amour,
il s'arrête de suite. Là, il faut faire l'expérience du bol d'amour. L'expérience du bol d'amour ou l'expérience de je t'aime, tout simplement. C'est l'expérience de je t'aime et ça j'explique justement dans le chapitre 10 sur les forces du mal. Je vais à Marseille, j'y vais directement avec, cet a priori de Marseille, c'est la ville, qui est catastrophique. Surtout que ma pote m'amène dans les quartiers nord. Récupérer un pote à elle, voilà, La dans les mission. quartiers nord. Et je dis: «Mais tu folle, il faut surtout pas aller là-dedans et cetera, mais on peut je vais sortir découpé». Quand je sors de la voiture, tout le monde me dévisage et là, je dis: «J'ai 2 aspects, soit je les aime, soit je les rejette». Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah», je me suis mis dans l'énergie de, bah, je suis de la famille, quoi. Et donc du coup, mon regard et mon intention a complètement changé et c'est passé crème et ils m'ont tous regardé comme si je faisais partie de la famille. Alors que si j'y serais allé avec cette énergie de: «J'ai peur, vous allez me tuer», bah, je pense que Je serais plus là. c'est possible peut-être que je serais plus là. Mais c'est vraiment ça. On attire ce qu'on vibre et c'est pareil, ça je veux le transmettre aussi même dans Oui. le harcèlement scolaire. Ces enfants qui sont harcelés, si vous partez du principe que vos agresseurs sont avant tout eux-mêmes des victimes, qui ont besoin de vous agresser pour se sentir fort, Changer le regard sur eux. changez le regard sur eux, voyez-les comme des victimes et vous allez voir que Mmh. ça va s'arrêter. Mmh. Aurais-tu un, film à nous conseiller? Bah, moi je suis de la génération Harry Potter, hein. Ouais. Donc j'aime Tu es bien Harry fan. Potter, j'aime bien aussi la série là sur Netflix, Luna Era. D'accord. Luna Nera. Je trouve que ça explique énormément de choses et ça divulgue même certains secrets sur la religion catholique. Parce qu'en fait, c'est pendant la bascule où la religion catholique prend de l'ampleur et arrive en province, dans différentes communes et chasse toutes les sorcières. Et il y a un groupe de sorcières qui restent fidèles entre elles et qui font de la magie, qui sont reclus dans un lieu, mais elle est vraiment géniale cette série et dans la forêt, parce qu'en fait, à l'époque, pourquoi on dit l'assassinat des sorcières et pas des sorciers? Parce qu'il y en Mmh. avait des sorciers. Bah, pour la simple et bonne manière qu'en fait, ça dérangeait qu'une femme sache lire, écrire et qu'une femme soit supérieure à l'homme. Ça dérangeait. Parce qu'elle était proche de son état émotionnel, clairement c'était des médiums, hein, les sorcières. Ouais, ouais. Mais les hommes, ils étaient où? Bah, toc toc, on fait une proposition, est-ce que tu veux être prêtre? Et Mmh. les meilleurs d'eux Ouais, étaient papes. ouais. Celui qui savait le plus contrôler la magie devenait pape. Et les papes de l'époque, mais avaient un savoir et une connaissance spirituelle hors norme. Et donc, dans la série Luna Nera, on se rend compte qu'en fait, le prêtre de la paroisse qui chasse ces sorcières-là est un ancien sorcier, qui les connaît très bien et qui connaît très bien leur magie, leur pouvoir et qui veut les assassiner pour récupérer leurs connaissances. Mais je trouve que la série, Ouais, c'est vrai, elle est super super intéressant. Ouais, intéressante, ouais. ouais. Bah, super, bah, merci de l'info. Est-ce que tu as une citation ou un mantra à nous partager? Alors moi, le mantra que je me dis souvent, c'est: «J'ai les pieds à plat par terre, la terre me nourrit». C'est un mantra. C'est-à-dire, en fait, c'est juste prendre conscience qu'on est là dans l'instant présent. Mes pieds sont à plat par terre, la terre me nourrit. Boum, ça pose. En gros, on prend conscience qu'on est sur terre, qu'on est vivant, que la terre nous aime et la terre nous considère. Que même si tout autour s'effondre, bon, ben, je suis sur terre, c'est que la terre me veut. Déjà, ça fait du bien pour soi. Ensuite, j'aime bien aussi le regard et le miroir de l'âme. Mmh. C'est la phrase de Léonard de Vinci. Pourquoi? Parce que, ben, un regard vaut mille mots. Mmh. Et Léonard de Vinci, c'est pour ça qu'il a vraiment travaillé sur la Joconde et son regard, pour, laisser paraître ça. Il y avait aussi Platon, hein, qui avait expliqué que le regard, valait 1000 mots, que dans le regard on voyait l'âme, donc il a repris, mais c'est très ancien tout ça. Donc Mmh. c'est vrai qu'effectivement, bah, on voit quand on ouvre les yeux, ça c'est n'importe qui le voit, quand on ouvre les yeux, on ressent l'intention, la pensée, l'amour de la personne. Quand on ferme les yeux, on voit plus rien. Mmh. C'est Ouais, vide, ouais. c'est creux, c'est mort. Donc le regard est vraiment le miroir de l'âme, c'est vraiment la phrase que j'aime bien évoquer. Et après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que la vie t'a appris? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Bah, la vie m'a appris que la vie est remplie de surprises et qu'il faut surtout pas se prendre la tête. En fait, dès que je me suis pris la tête, Mmh. ça marchait plus. Pour rester humble. Ouais, ça Mmh. aussi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, je saute sans parachute, en fait. Et je me dis: «Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas». Et ça, c'est une part d'humilité, mais je le fais même dans toutes mes séances, hein. Dis-moi ce que tu vois, les gens me posent des questions. Si on commence à se dire: «Mon Dieu, on va me juger, je vais me tromper» et cetera, on part dans le mental. Mmh. Et donc le mental, bah, il nous effraie, donc du coup, on n'écoute plus et
on va avoir des petites infos, mais on les paraît très, très loin. Je le vois notamment en télé quand on me met en test: «Dis-moi ce que tu vois sur un tel, un tel». J'ai de suite mon mental qui va me dire: «Imagine, tu te trompes, tu vas être jugé, donc derrière ta réputation va en découler, boum, boum, boum». Du coup, l'info elle est très, très loin, j'ai du mal à la récupérer. Ouais. Alors que quand je suis en consultation avec une personne, même si la personne enregistre son téléphone, je me dis: «Bah, j'ai rien à perdre, je m'en fous», et là je suis pas abîmé par mon mental, parce que j'ai Mmh. un mental comme tout humain et je transmets les informations de manière fluide. Ouais. On va faire un petit portrait chinois? C'est quoi un portrait chinois? Je te pose quelques questions. Par Allez, exemple, si tu étais un animal, lequel serais-tu? le cerf. Pourquoi? Le cerf parce que alors j'ai c'est mon animal totem. D'accord. Le cerf, je trouve qu'il est à la fois, fragile, Mmh. il y a plein d'hommes qui veulent le manger, le cerf comme gibier, et il est d'une puissance avec ses bois, on dit que c'est aussi le roi de la forêt. Il est très discret, il est d'une intuition, hors norme, le cerf. J'aime beaucoup aussi l'éléphant, parce que Mmh. l'éléphant doté d'une très, très grand amour, d'une foi, et à la fois il est d'une simplicité, il fait du mal à personne, mais on le voit parce qu'il impose, il a une aura, il a quelque chose, quoi. Et la baleine, c'est pareil pour l'océan. Si tu étais une couleur, laquelle Le serais-tu? blanc. Si tu étais une carte de tarot. Ah, une carte de tarot, laquelle je serais? Je pense que ce serait la lame 11 qui est la lame de la force. Et si tu étais une plante, une fleur ou un arbre? Une rose. Une rose. C'est l'amour, ça évoque Une rose, l'amour. c'est l'amour, parce que, c'est ce qu'on donne, elle évoque aussi la mort, l'amour, ouais, je sais pas, la rose. Ouais. Blanche de préférence. Merci Mathias, quelle maturité et quelle bienveillance tu as. Je suis pas étonnée que des êtres d'autres dimensions soient attirés par ta lumière. Merci d'éclairer le chemin de tant de personnes, de partager ton savoir à travers ton livre et de contribuer à ce nouveau monde. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.